Bonjour. Nous avons appris dans ce module que la pensée critique s'était d'abord développée dans le contexte de la Grèce antique et nous avons ce faisant soulevé un certain nombre de problèmes qu'il nous faudra garder en mémoire. Nous avons vu que la pensée critique, quel que soit l'objet sur lequel elle porte, suppose une certaine mentalité. Ne recevoir comme acceptable que des thèses qui ont été soumises à l'épreuve critique de la raison. Cette mentalité exerce des effets négatifs, mais qui sont bienvenus, sur l'adhésion aux autorités dogmatiques. Thalès et les physiciens de l'école de Milet sapent sans le vouloir et peut-être sans le savoir les bases de la religion traditionnelle, qui était le fondement de légitimité du pouvoir aristocratique. À peu près 2000 ans plus tard, au Moyen-Âge, tel que le représente Umberto Eco, récemment décédé, la redécouverte supposée de la comédie d'Aristote risque, selon le moine Jorge de Burgos, de détruire les bases même du christianisme, et donc les bases de tous les pouvoirs qui s'appuyaient sur lui. Et Galilée, 3 siècles plus tard, au XVIIe siècle, en défendant la théorie copernicienne, il encourage, bien malgré lui, un mouvement de contestation de la vérité des Écritures. Pourquoi? Mais entre sa raison critique, qui lui dit que Copernic a raison, et sa foi, qui lui enjoint d'accepter ce que disent les Écritures, c'est-à-dire le géocentrisme de Ptolémée, il choisit sa raison, Copernic. Pour l'Église, le ver de la libre pensée est dans le fruit de cette petite controverse cosmologique. Mais au XVIIIe siècle, les philosophes vont prôner justement la diffusion des connaissances et de la pensée critique. Alors eux, à l'inverse de ceux qui, en Grèce ou dans l'Europe médiévale et moderne, faisaient des procès d'impiété aux savants, mais eux célèbrent cette extension du domaine de la pensée critique. La science vaincra les ténèbres. Bon, cette devise des Lumières est sans doute un peu naïve, un peu présomptueuse, mais elle reflète quand même l'enthousiasme de la raison à l'aube de l'époque contemporaine. Mais les attaques contre l'ordre théologique n'ont pas seulement été indirectes, comme c'était le cas dans le cas de Thalès et de Galilée, elles ont également été directes. Ce fut le cas du protestantisme au XVIe siècle. Le protestantisme contestait frontalement l'autorité de Rome sur la chrétienté. La notion de libre examen, tout d'abord strictement protestante, a fini par s'identifier au XIXe siècle, à la pensée critique en général. Nous avons suivi le cheminement par lequel ce qui fut d'abord un objet de controverse interne au christianisme est devenu, au fil de l'histoire, un instrument critique contre tous les pouvoirs qui refusaient de se soumettre à l'épreuve de la raison. En même temps, il faut bien dire que sur un plan plus positif, le libre examen a acquis le statut d'une méthode de libre investigation des problèmes, sans tabou ni censure. Nous savons qu'il ne s'est pas imposé facilement aux prétentions des églises, les églises qui visaient à continuer à régenter la société. En bref, nous avons appris dans ce module que le simple exercice de la pensée critique instaure une sorte de dynamique qui peut faire trembler sur leur base les pouvoirs dogmatiques. Mais la suite de notre propos va nous montrer qu'un tel progrès n'est absolument pas assuré, pas garanti, et que de redoutables régressions sont possibles. Ce phénomène est particulièrement illustré par les soubresauts de ce début du XXIe siècle que nous allons analyser par la suite.